Bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer, je voudrais bien remercier les membres de jury d'avoir accepté d'évaluer notre projet. Chère audience, aujourd'hui nous avons l'honneur de vous présenter notre projet de fin d'études intitulé Caractérisation des multiples quantiques Schottky-diodes basés sur l'ALGAZ 3.5 semi-conducteur. Réalisé partiellement dans un centre de développement en technologie avancée CDTA, sous l'encadrement de M. Amrani côté Université et M. Filali côté CDTA. Le plan de notre présentation sera le suivant. Nous commencerons par une introduction générale, puis introduire le contexte du travail et nous enchaînerons par la suite avec l'expérimentation, l'extraction des paramètres ainsi les résultats et discussions pour finir avec conclusion et perspective. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi les matériaux 3.5 à la place du silicium dans le domaine électronique. Tout d'abord, les matériaux 3.5, ce sont les matériaux qui appartiennent aux colonnes 3 et 5 du tableau périodique et les limites des propriétés électriques du silicium ont conduit à la découverte de ces nouveaux matériaux 3.5 les plus performantes en raison de ses propriétés polyvalentes, telles qu'un gap direct et une mobilité électronique 7 fois plus grande que celle du silicium. L'alliage ALGAZ fait partie de ces matériaux. C'est un semi-conducteur trinaire basé sur deux alliages binaires, qui sont l'arsenic du gallium et l'arsenic d'aluminium. Ces deux alliages présentent un bon candidat d'être un alliage trinaire car ils ont presque le même paramètre de maille, ce qui signifie que les interfaces entre ces deux alliages présentent donc très peu de défauts. Cependant, la nature du gap change selon la fraction d'aluminium. Pour une fraction inférieure ou égale à 0,45, le gap est direct, et quand la fraction devient supérieure à 0,45, le gap devient indirect. Nous passons maintenant au diode Schottky. Tout d'abord, nous savons qu'une diode P1 c'est un contact entre deux semi-conducteurs, l'un dopé PP et l'autre dopé N, et une tension de diffusion qui se forme à l'interface. Mais dans le cas d'un contact Schottky, on met en contact le semi-conducteur avec un métal. Et dans ce cas-là, on aura une tension de diffusion qui se forme du côté de semi-conducteur et une barrière de potentiel qui se forme du côté de métal qui présente les électrons qui vont transiter du métal vers le semi-conducteur. Le fonctionnement d'une diode Schottky est décrit par les deux caractéristiques électriques, courant tension IV et capacité tension CIV. Ces deux caractéristiques peuvent être modélisées par les deux équations suivantes. Ces deux équations sont en fonction de plusieurs paramètres électriques, tels que le facteur d'idéalité qui donne la description du courant dans un composant électronique et la barrière de potentiel qui donne l'information sur la qualité métal semi-conducteur et la résistance serrée, le courant de saturation et la densité de charge effective qui définissent notre diode. Mais l'extraction de ces paramètres à température ambiante ne donne pas suffisamment d'informations sur les mécanismes de transport électrique. Donc la connaissance avec précision de la variation de ces paramètres en fonction de température permet de comprendre et d'expliquer certains phénomènes dans ces diodes. Donc pour une diode Schottky idéale, c'est-à-dire un courant essentiellement lié à un effet thermo-ionique, on obtient généralement une valeur du facteur d'idéalité qui compresse entre 1 et 2 et une augmentation de la hauteur de la barrière avec la diminution de température. Mais l'analyse des caractéristiques IV et CIV des diodes Schottky a été étudiée par nombreux chercheurs qui ont déduit que la diminution de température entraîne une diminution anormale de la hauteur de la barrière et une grande valeur du facteur d'idéalité qui arrive jusqu'à 45. Donc pour cela et pour objectif de se rapprocher le mieux du cas idéal, ainsi d'améliorer les diodes, les chercheurs ont commencé d'étudier la variation de ces paramètres en fonction de conditions de fonctionnement, telles que la fréquence et la température, pour essayer de mieux comprendre les phénomènes qui produisent, ainsi par la suite trouver les failles qui causent la non-idéalité de la diode. C'est justement dans ce cadre que nous avons réalisé ce travail pour objectif d'améliorer les performances d'une diode Schottky à base d'ALGAZ. Pour cela, on a effectué une analyse des caractéristiques IV et CIV de cette diode avec l'étude de l'effet de la température sur ces paramètres électriques, ainsi l'étude de la variation de surface du contact Schottky sur le courant.
On a dit qu'une diode Schottky, c'est un contact entre un métal et un semi-conducteur, mais ce n'est pas n'importe quel contact métal-semi-conducteur donne une diode Schottky. Il y a des conditions qui sont le travail sorti et le type de semi-conducteur. Si le travail sorti du métal est supérieur au travail sorti du semi-conducteur et le semi-conducteur est de type N, on dit que le contact est un contact Schottky. Si c'est le cas inverse, on aura un contact ohmique. Grâce à la recherche, cette diode a été évoluée jusqu'à arriver à une diode basée sur des hétérostructures très complexes, telles que les hétérostructures à multipli quantiques, qui sont des hétérostructures très minces dont les dimensions inférieures à la taille d'un excitant. Le rôle de ces hétérostructures dans un composant électronique, c'est de changer le comportement des porteurs de charge dans un confinement quantique pour but de réduire la recombinaison. Ainsi, le transport par effet tunnel peut être modifié. Ces hétérostructures sont applicables dans différents domaines, plus particulièrement dans l'optoélectronique, tels que diode laser, photodiode, etc. La diode Schottky étudiée dans ce travail est référencée par NU777, réalisée à l'Université de Nottingham à l'Angleterre par la technique MBE, qui est une technique de dépôt ultra-vite permettant d'obtenir des matériaux avec grande précision et une meilleure qualité structurale. Son principe consiste à produire des flux atomiques ou moléculaires qui viennent se condenser sur un substrat à température adaptée. La procédure de fabrication de cette diode commence par la croissance d'une substrat semi-isolante en GAS avec orientation cristalline conventionnelle 1,00 et fortement dopée en silicium. L'étape suivante, c'est le clévage, c'est-à-dire on découpe notre substrat suivant la taille de notre échantillon en utilisant un outil de traçage diamanté. Ensuite, l'échantillon nettoyé par des solvants acéto-isopropanol éthyle qui suppriment effectivement les huiles et les grasses et les cires. La troisième étape, c'est l'étape de dépôt, qui consiste en premier par dépôt d'une couche tampon d'arsenic du gallium non dopé, puis le dépôt des multiples quantiques 60 fois GAS algaz avec composition d'aluminium de 0,33, les 60 couches dopées en silicium. Au final, le dépôt de la couche effective d'algaz dopée en silicium. Puis, en photolithographie, on dépose sur l'échantillon la résine, puis on met le masque et on les expose à un rayonnement ultraviolet. Après l'exposition de masque, l'échantillon est immergé dans une solution de développement pour développer la résine. L'étape suivante, c'est la gravure humide en utilisant des solutions chimiques HCl H2O pour désoxyder la couche. En métallisation, c'est-à-dire on met le métal sur notre échantillon par la technique d'évaporation thermique. Après nettoyage, on développe toute la résine. Le contact déposé sur la couche effective des contacts Schottky qui représente l'anode était réalisé en évaporant l'or et le titanium, et le contact déposé sur la couche tampon des contacts ohmiques représente la cathode était réalisé en évaporant l'or, nickel, l'or. Cette structure présente une seule diode Schottky. Alors pour étudier plusieurs diodes Schottky de différents diamètres, on dépose plusieurs contacts Schottky de différents diamètres allant de 250 jusqu'à 1000 microns, alors que le contact ohmique reste le commun entre eux. Après la métallisation, on a besoin de ce qu'on appelle l'encapsulation, c'est-à-dire on met notre échantillon dans un boîtier de type TO5. Sa réalisation se fait par l'équipement Carl Zeiss Wire Bonding, et voici l'image réelle de notre diode où la cathode est repérée par ce symbole et les pins qui correspondent à chaque surface. Nous avons appliqué sur cette diode une caractérisation électrique dans une salle de caractérisation électrique de CDTIA qui regroupe tous les équipements nécessaires pour tester et caractériser les composants électroniques en fonction de fréquence et de température. Dans notre cas, on a utilisé le banc DC qui compose d'un module Agilent composé d'un ACR-mètre pour la mesure SIDV et un analyseur de paramètres pour la mesure IDV. Puis
Puis un test fixure, qui est un instrument qui sert à fixer notre diode soit en polarisation directe ou inverse en utilisant des pincettes. Cet instrument permet d'extraire les caractéristiques IV ou bien SIDV pour différentes pins, c'est-à-dire on peut extraire les caractéristiques IV ou bien SIDV pour différentes températures. On a utilisé un testeur se pointe qui possède un support chauffant, permet de réaliser des tests de différentes températures. Et concernant la caractérisation à basse température, il faut utiliser une pompe cryogénique d'azote liquide qui a été réalisée à l'université de Nottingham, à l'Angleterre. Tous ces instruments fonctionnent automatiquement par un logiciel LabVIEW qui est relié aux équipements via carte GPIB, qui est composé de deux interfaces, l'interface pour la mesure SIDV et une interface pour la mesure IDV. On commence par l'interface SIDV. Tout d'abord, on sélectionne le type d'impédance qui est la capacité, ensuite le type de dopage de notre cas type 1, ensuite on met la fréquence de mesure 1 MHz et la gamme de tension de polarisation et le pas. Ensuite on met le chemin où on va enregistrer notre mesure et lancer la mesure pour afficher la caractéristique SIDV et afficher la tension appliquée et la capacité mesurée en temps réel. La même chose concernant l'interface SIDV, on a le chemin, la gamme de tension de polarisation et le pas, on met les deux variables courant et tension et afficher la caractéristique IDV. Après la caractérisation, on passe à l'étape suivante qui est l'extraction des paramètres, qui peut être réalisée en utilisant deux types de méthodes, méthode analytique et méthode méta-heuristique. Parmi les méthodes analytiques, on a appliqué la méthode de Chung et dans le cas de méta-heuristique, on a appliqué la méthode PSO, Particle Swarm Optimization, qui est une technique d'extraction des paramètres basée sur le Deep Learning. On commence par la méthode de Chung. Chung, il a pris le modèle de courant, il a réécrit sous deux formes. La dérivée de la tension par rapport à logarithme de la densité de courant et H2G. Ces deux approches sont de la forme de AX plus B, donc l'obtention de droite. Celle de dV de LNG permet d'extraire la résistance serrée à partir de sa pente et le facteur d'idéalité à partir de l'intersection de la droite avec l'axe des Y. Et celle de H2G avec lequel on extrait la hauteur de la barrière qui représente l'intersection de la droite avec l'axe des Y, qui sera par la suite remplacée dans la loi du courant de saturation pour calculer sa valeur. Et concernant l'extraction à partir du SIDV, la même chose, Chung, il a pris le modèle de la capacité, il a réécrit sous la forme de AX plus B pour extraire la densité de charge effective à partir de sa pente et la tension de diffusion à partir de l'intersection de la droite avec l'axe des Y, qui sera par la suite remplacée dans la loi de la hauteur de la barrière pour calculer sa valeur. On passe à la deuxième méthode qui est l'algorithme PSO, qui est un algorithme méta-heuristique basé sur un essaim. Et il est principalement inspiré du comportement social et intelligent des animaux qui évoluent en essaim, plus particulièrement celle des oiseaux et des poissons. Dans cet algorithme, le comportement des oiseaux doit être géré par un ensemble de règles qui sont rester proches entre eux, aller dans la même direction, avoir la même vitesse afin de ne perdre pas beaucoup d'énergie et ne perdre pas l'un de l'autre, c'est-à-dire rester en groupe. Pour l'obtention de ces conditions, il faut que chaque oiseau sache sa position et sa vitesse et en même temps celle de ses voisins pour changer par la suite la sienne et trouver sa nouvelle position suivant les deux équations suivantes qui représentent la mise à jour de vitesse et de position. Cela se fait de façon itérative afin d'identifier la meilleure position. Donc l'objectif de cet algorithme, c'est de projeter ce comportement intelligent des oiseaux afin d'identifier les paramètres de la diode Schottky. Donc au lieu de l'oiseau cherche la position, il cherche les paramètres de la diode Schottky. L'identification des paramètres est considérée comme un problème d'optimisation où la fonction de coût à minimiser est définie par l'erreur quadratique moyenne entre le courant mesuré et estimé. Et suivant le même raisonnement,
l'extraction à partir de la caractéristique SID V a été réalisée en minimisant le RMSE, Root Mean Square Error, entre les résultats mesurés et estimés de la capacité. Donc PSO, fonction suivant l'architecture suivante. Tout d'abord, on a la diode Schottky, on passe par l'étape de caractérisation pour extraire les mesures ID-V et SID-V à différentes températures. D'autre part, on a le modèle de courant dans lequel on remplace les paramètres obtenus par PSO pour calculer un courant dit courant estimé. Au final, on fait la soustraction entre le courant mesuré dans la salle de caractérisation et le courant estimé par PSO et la valeur obtenue sera le RMSE. On cherche alors à le minimiser jusqu'à l'obtention des paramètres les plus précis. On passe maintenant à la phase des résultats et discussions et on commence par la caractéristique ID-V en fonction de surface. Donc, afin d'étudier la variation de la géométrie de contact Schottky, on a extraire les caractéristiques ID-V pour différentes surfaces, pour différents diamètres de 600, 800 et 1000 microns. Donc, à partir des résultats, on constate qu'à partir de presque 0,3 volts, la caractéristique ID-V est d'une nature rectificative, c'est-à-dire redresseur. Cela indique une existence d'une barrière de potentiel à l'interface métal-semi-conducteur. D'autre part, on constate que le courant augmente avec la diminution de surface et cela indique une résistance du contact réduite. On passe à la caractéristique ID-V en fonction de température. On constate à basse température 90 Kelvin, la valeur de courant est très faible, de l'ordre de 10 puissance moins 50 ampères. Cela est dû à un phénomène de congélation où la mobilité des porteurs est presque nulle. Au-delà de 90, avec l'augmentation de température, on constate que le courant augmente jusqu'à atteindre à l'ordre de 10 puissance moins 8 ampères et cela est dû à l'excitation des porteurs de charge et l'augmentation de leur mobilité par la tension et par la température. On passe à la caractéristique SID-V en fonction de température. Et on commence par le régime inverse. On constate un comportement SID-V habituel où la valeur de la capacité diminue avec l'augmentation de la tension inverse et cela est dû à l'augmentation de la ZCE. D'autre part, on constate que la capacité augmente avec l'augmentation de température et cela est dû à l'excitation des porteurs de charge et la diminution du gap et l'accumulation des porteurs de charge. On constate à base tension, la capacité augmente jusqu'à atteindre 300 picofarad à 0,5 volts et cela est dû à l'excitation des porteurs de charge par la tension appliquée, mais pas assez suffisante comme énergie pour que ces derniers traversent la ZCE. Mais à partir de 0,5 volts, avec l'augmentation de la tension, on constate que la capacité diminue et cela est dû au phénomène de décharge. D'autre part, on constate pour des températures élevées, la décharge est plus rapide et cela est dû à l'augmentation du courant par le réchauffement thermique appliqué. Le tableau présente les résultats d'extraction, les paramètres des deux méthodes, Shunk et PSO. Donc, d'après les résultats, on peut dire que le principal paramètre avec lequel on peut effectuer une comparaison entre les deux méthodes qui est le RMSE. Et on constate qu'une grande différence concernant cette valeur entre la méthode de Shunk et la méthode PSO. Un autre critère d'exactitude des paramètres peut être effectué en traçant la caractéristique ID-V mesurée dans la salle de caractérisation et la caractéristique ID-V estimée par les deux méthodes PSO et Shunk, comme il est montré dans cette figure, qui nous montre que la méthode PSO, celle qui converge vers les mesures réelles, là où la méthode de Shunk diverge. Le tracé suivant présente le taux de convergence de l'algorithme PSO qui nous montre que PSO présente une convergence rapide jusqu'à le cycle 250 où la valeur optimale est obtenue.
Et ce qui concerne la caractéristique SID-V, on constate que les deux méthodes convergent vers les mesures réelles avec presque le même RMSE et cela indique la fiabilité des deux méthodes dans le cas de SID-V. On passe aux paramètres, la représentation des paramètres en fonction de température et on commence par le facteur d'idéalité et la hauteur de la barrière. On constate que la diminution de température entraîne une diminution de la hauteur de la barrière et une augmentation de facteur d'idéalité de 1,3 jusqu'à 1,7. L'explication de cette variation, c'est qu'à basse température, les électrons sont capables de surmonter que les barrières inférieures, ce qui termine par une hauteur de barrière extraite plus basse et un courant dominé que par le courant qui traverse vers les barrières inférieures, ce qui termine par un facteur d'idéalité grand. Avec l'augmentation de température, les électrons ont suffisamment l'énergie de surmonter les barrières supérieures, ce qui implique une hauteur de barrière extraite grande et un facteur d'idéalité petit. Un tel phénomène est induit par la distribution gaussienne de la hauteur de la barrière. Et concernant les résultats obtenus par la méthode de Chung qui est représentée par la ligne discontinue, on constate que la courbe elle est non linéaire et qu'elle n'a pas fonctionné à basse température. On passe à l'impact de la température sur le courant de saturation et la résistance serrée et on commence par le courant de saturation qui est un courant constitué par des porteurs minoritaires, dans notre cas les trous car la diode est de type N. On constate que l'augmentation de température mène à l'augmentation de courant de saturation et cela est dû à l'augmentation de la création des paires électrons-trous et l'augmentation des porteurs minoritaires. Et l'impact de la température sur la résistance serrée, on constate que l'augmentation de température mène à la diminution de la résistance serrée, car l'augmentation de température provoque la création des paires électrons-trous et l'augmentation de leur mobilité. Les paramètres obtenus par la caractéristique SID-V sont la densité de charge et la hauteur de la barrière. Donc on peut dire que la caractéristique SID-V donne aussi la possibilité d'extraire la hauteur de la barrière et étudier sa variation en fonction de température. Donc le tracé suivant présente la hauteur de la barrière extraite à partir de HID-V et celle extraite à partir de SID-V. Et on constate que les deux techniques sont contradictoires, car la technique SID-V donne la diminution de la hauteur de la barrière avec l'augmentation de température et celle de HID-V donne l'effet inverse. Et cela peut être expliqué par l'homogénéité de la barrière à l'interface métal-semi-conducteur. Et concernant le tracé suivant, présente l'impact de la température sur la densité de charge, on constate que l'augmentation de température mène une faible augmentation de la hauteur de la densité de charge et cela est dû à la diminution de gap. Donc, comme conclusion, à travers ce travail, nous avons pu fournir des caractéristiques HID-V et SID-V qui pourront être utilisées comme une base pour améliorer les diodes. Et pour nous consolider notre résultat, nous avons pu appliquer deux méthodes d'extraction, la méthode de Chung et la méthode PSO. La fiabilité de notre approche a été validée par le rapprochement des résultats mesurés et estimés. Et les résultats des paramètres montrent que ces derniers sont dépendants de la température et l'effet de la température sur la variation de ces paramètres est expliqué par l'homogénéité de la barrière à l'interface métal-semi-conducteur. Donc, comme perspective, il est très intéressant de faire une étude sur l'homogénéité de la barrière avec l'étude des défauts d'interface métal-semi-conducteur et nous envisageons aussi d'extraire les paramètres de la diode Schottky à l'aide de divers algorithmes basés sur l'intelligence artificielle afin de garantir la précision de notre paramètre identifié. Et merci pour votre attention. Et voilà.